Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être là à ce rendez-vous. Le point sur l'actualité sur For You Media Africa, votre média panafricain. Bien sûr, vous nous suivez en direct de votre télévision à la maison, la radio également, la 96.3 FM, mais aussi à travers nos différentes plateformes YouTube, Facebook et bien sûr notre application For You Media Africa. Voilà donc, chers téléspectateurs, ce soir, on va parler d'une haute thématique. On va parler des manifestations qui se sont déroulées, entre autres, du côté de la République démocratique du Congo. C'était dans la nuit de mardi à mercredi. Manifestation contre la présence des forces onusiennes de ce côté-là. Vous connaissez également l'actualité en RDC. Mais cela va également nous amener à jeter un regard sur l'actualité en République centrafricaine. On l'annonçait encore hier, d'ailleurs, dans le cadre de l'édition de Point sur l'actualité, où on parlait de renouvellement de la force de maintien de la paix de l'ONU du côté de la République centrafricaine. Alors, en RDC, pour rappel, dans la nuit de mardi à mercredi, 2 casques bleus ont été tués justement dans l'est du pays lorsqu'un convoi de la mission des Nations Unies a été pris, selon les informations, à partie par une foule en colère, alors que, on le sait, de ce côté-là, la rébellion du M23 a déclenché une nouvelle offensive. Depuis le 20 octobre dernier, la population accuse la mission de l'ONU d'être à l'origine des troubles dans le pays et d'accompagner les groupes rebelles. De l'autre côté, en République centrafricaine, où l'on apprenait encore que le mandat de la MINUSCA a été renouvelé dans le pays au moment où, on le sait, la RC est engagée vers la voie de l'indépendance en instaurant un projet de réécriture d'une nouvelle constitution. Alors, pourquoi est-ce que les missions de l'ONU en Afrique, justement, persiste malgré les manifestations de la population? Pourquoi le forcing de ces missions contre l'État et le peuple? Quel est leur réel rôle dans ces États-là? On en parle avec nos invités et bien sûr avec vous, chers téléspectateurs, dans un instant. Merci une fois de plus, mesdames et messieurs. Bonsoir. Alors, on va rapidement présenter notre panel. Vous le savez déjà, notre consultant permanent avec nous dans le cadre de cette édition, Jonathan Batengene. Bonsoir. Bonsoir, Madame Doumbé-Siké, Manuela. Bonsoir à notre éminent panéliste qui est là. Bonsoir à tous les techniciens, tous les panafricanistes qui nous suivent. Nous leur disons encore merci pour la confiance. Le combat devient de plus en plus complexe. Il devient de plus en plus difficile. Les contradictions font jaillir la vérité et la vérité n'est pas toujours plaisante. C'est le moment, Madame Doumbé-Siké, avant que de terminer les salutations, de dénoncer tous ceux-là qui, au terme du débat d'hier, qui portait sur la situation sociopolitique au Sénégal, au lieu de s'en tenir aux arguments, ont tenu des communications assez menaçantes à mon humble égard. Tout à fait. Nous dénonçons cette manière d'agir tout en sachant que c'est un contexte assez particulier aujourd'hui que d'avoir des contradicteurs d'une certaine hauteur. Nous tenons à rassurer les Sénégalais que nous ne sommes pas dans un esprit partisan. Nous restons tout à fait neutres dans le combat qui est le leur. Cependant, cette neutralité s'arrête dès qu'on parle de panafricanisme. Nous croyons que le panafricanisme est une cause assez importante, une cause qui est tellement précieuse pour les Africains qu'elle ne saurait être galvaudée par des arguments factices. Et nous dénonçons tous ceux qui, se réclamant supporters d'un acteur politique au Sénégal, ont voulu profiter de la contradiction d'hier pour nous affubler de menaces. Ces menaces sont simplement la preuve
qui n'ont pas d'argument. Nous saluons également tout le personnel For You Media, les autorités du Cameroun, les forces de sécurité et de défense particulièrement, ciment de l'unité et de l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Nous profitons également pour dénoncer l'arrestation arbitraire, illégale et injuste de notre sœur Edith Pulchéry Ballet, qui est embastillée à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan par le dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, M. Alassane Dramane Ouattara. Nous dénonçons cette arrestation qui s'inscrit dans le cadre d'une forfaiture due à la manipulation des documents officiels ivoiriens contre la constitution ivoirienne par le dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, M. Alassane Dramane Ouattara, car il a donné un passeport ivoirien à des mercenaires, 30 qui appartiennent à la Légion étrangère française, donc ils sont des soldats de la junte française, et 16 soldats ivoiriens. Nous dénonçons cette manière d'agir et nous savons que notre sœur Edith Pulchéry Ballet, qui est retenue injustement à la Maka, trouvera bientôt justice. Courage, Pulchéry, courage, tu seras bientôt libre et nous comptons que ta liberté sonnera avec celle de tout le peuple ivoirien. Merci à vous, Jonathan Batengene. Vous faites bien sûr, de rappeler tout à fait ce qui s'est passé hier, du moins à la suite de notre débat hier, tout simplement pour rappeler à tous ceux qui nous suivent que le plateau est bien sûr ouvert. D'ailleurs, hier, on a eu une contradiction, voilà, des analyses des deux parties, et l'on ne saurait bien sûr accepter des menaces de quiconque vis-à-vis d'un journaliste de ce média ou tout simplement d'un analyste qui vient tout simplement partager son savoir, et le débat reste bien sûr contradictoire. Et comme vous le savez, le standard est d'ailleurs ouvert à tout moment. Vous pouvez appeler pour participer et donner votre point de vue sur les thématiques qui vous sont proposées tous les jours. Un autre panéliste sur ce plateau, c'est le docteur Sango. Vous le connaissez également. Docteur Sango, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Manuela Siké, ravi d'être là encore ce matin. Je transmets mes salutations les plus fraternelles à mon co-panéliste de Jonathan, avec qui j'ai le plaisir de partager le plateau ce soir. Je salue également la technique qui nous permet d'être audibles et visibles à travers le continent, sans toutefois oublier le top management de ces médias qui se fait violence quotidiennement pour qu'ils soient maintenus au top de la compétitivité. Parce que vous le savez, la guerre aujourd'hui est beaucoup plus communicationnelle. Donc, tout passe par la communication. Ouais. Et ce qui fait la communication, c'est aussi le média. Ouais. Merci d'être là. C'est nous qui vous remercions, Dr Sango. Merci beaucoup d'avoir accepté cette autre invitation. Alors, sans plus tarder, nous, on va aborder notre thématique centrale. On parlait bien sûr de ces manifestations. Du moins, on s'interroge sur la présence de cette force onusienne en Afrique, les cas précis, la RDC avec ces manifestations qui se sont déroulées il y a seulement quelques jours, et en République centrafricaine avec le renouvellement des forces justement onusiennes, alors que la situation de ce côté-là, du moins, ces forces ne semblent pas, en tout cas, faire régner ou ramener la paix dans ce pays. On sait comment, au niveau de l'aspect sécuritaire, on connaît en tout cas tout le déroulé de ce côté-là. Je vous propose, avec le concours de la réalisation, de prendre cet élément de nos confrères d'Africa News, justement, qui sont revenus sur les manifestations du côté de la République démocratique du Congo. D'accord, on revient sur le plateau. Des petits soucis techniques avec ce reportage, mais comme on peut le voir, on peut laisser quand même les images, la réalisation, pour que nos téléspectateurs voient et justement ce qui s'est passé du côté de la RDC. Comme on peut le voir, ce sont donc les véhicules de la mission de maintien de la paix du côté de la République démocratique du Congo qui ont été incendiés par cette population qui a manifesté et qui n'est plus d'accord
que cette mission puisse rester dans le pays, surtout après les attaques des rebelles du M23 de ce côté-là. Donc les populations manifestent contre cette présence, ce qui nous permet de revenir ici sur le plateau et bien sûr d'en parler avec nos invités. Je vais commencer par vous, Jonathan Batengene. Ces manifestations, c'est vrai que d'un côté, on a cette colère de la population en République démocratique du Congo. Les populations n'en veulent plus. En RCA, on sait qu'on avait aussi vu les populations manifester contre la présence de ces forces dans le pays. Hier, on apprenait encore justement que ce mandat a été renouvelé. Comment comprendre cette situation? Alors, on a deux situations, oui, avec deux cas de figure, avec carrément la même, un invariant. Oui. L'invariant, c'est le forcing des Nations Unies, le forcing des missions des Nations Unies sur le territoire. Véritable forcing. Pourquoi parlons-nous de forcing? Le forcing, c'est une situation de fait, oui, occasionnée par un acteur qui utilise la force, c'est-à-dire son pouvoir, pour s'imposer dans une situation donnée. Et ici, on a souvent observé que si au départ des missions de maintien de la paix, par exemple en 1960, au début, lorsque le mécanisme était encore neuf, si les États africains ou bien les États de ce qu'on appelait le tiers-monde, mais les Suds politiques, apparaissaient comme étant des États fragiles, fragilisés par des conflits internes, oui, la présence des Nations Unies apparaissait comme étant une panacée, comme étant un palliatif qui venait combler cette lacune sécuritaire-là. Et l'argument suivant lequel les dispositifs de mission de maintien de la paix venaient pour protéger les populations, cet argument a pendant longtemps perduré dans l'imaginaire. Sauf que depuis le début du XXIe siècle, on a, avec les analyses de plusieurs chercheurs, je ne veux pas revenir là-dessus, mais la dernière analyse la plus pertinente, c'est celle de George Pupink. C'est pas trop George, c'est un nom d'Europe de l'Est, mais c'est George, quand vous traduisez en français. C'est Gregor, voilà, Gregor Pupink. D'accord. Donc, quand vous voyez le livre de Gregor Pupink, vous comprenez beaucoup de choses à travers. Vous comprenez beaucoup d'éléments de ce qu'on appelle le système des Nations Unies. Et qu'est-ce que c'est devenu ce système des Nations Unies? Le système des Nations Unies, Gregor Pupink aboutit à le qualifier de l'ONGisation de l'ONU. L'ONGisation. Pourquoi ONGisation? Il dit que la majorité des hauts responsables que l'on retrouve dans les dispositifs pertinents des Nations Unies sont des gens issus des ONG. Et pas de n'importe quelle ONG. Il y a les ONG, il y a les universités et il y a les États. Mais il dit pas n'importe quelle ONG, pas n'importe quelle université, pas n'importe quel État. Oui. Chaque fois, on remarque que c'est un certain type d'ONG qui contrôle l'accession à ces postes clés-là. Ça peut être l'Open Society de George Soros, ça peut être la Fondation Ford, d'ailleurs, qui est la plus puissante fondation dans le monde. Les gens n'en parlent pas beaucoup, mais c'est la Fondation Ford qui sélectionne généralement les plus gros représentants au niveau des Nations Unies. Oui. Et ces représentants sont parfois des personnes qui ont travaillé à la Fondation Ford ou bien qui ont des liens, ont été financés par la Fondation Ford. Il y a l'Open Society, il y a la Fondation Dale Carnegie, il y a d'autres fondations. Il y a une autre fondation qui est spécialisée dans la production des fake news. Ils sont en Angleterre. C'est toute une entreprise. C'est toute une nébuleuse bien organisée. Et ces gens ont parfois des personnes qui sont à la fois rapporteurs et experts sur un même dossier. Alors, et quand vous suivez la personne s'exprimer dans l'aboutissement d'une procédure, la personne vous dit que vraiment nous avons bénéficié du soutien des experts. Et les experts, c'est lui, hein, la même personne. C'est lui l'expert et c'est aussi ahurissant. L'enquête de Gregor Pupink est une enquête qui est fascinante quand vous la lisez. Il a recueilli l'avis de plus de 220 personnes dans son livre. Et c'est tous des fonctionnaires du système des Nations Unies. Alors, le forcing
ici, c'est quoi? Quand vous regardez le dispositif des forces de maintien de la paix, oui. Qui est le directeur des opérations humanitaires? Nous avons parlé de la connivence entre les États, les ONG et le système des Nations Unies. Si bien que les États les plus puissants et les ONG qui appartiennent à ces États les plus puissants dictent la conduite à suivre dans le système. Quand vous regardez, c'est M. Delacroix. Qui est de quelle nationalité? Il est français. C'est lui, le principal homme qui pilote tout ce qui concerne opération de maintien de la paix. En Afrique francophone? Dans le monde, pas en Afrique francophone, dans le monde. Pourquoi un homme qui appartient, pourquoi un Français à ce niveau? Parce que quand vous regardez aussi la sociologie des conflits, vous allez voir que, la géographie des conflits, vous allez voir que les conflits sont plus répandus aussi dans les zones francophones. Ces derniers temps, ils sont plus répandus dans l'espace francophone et surtout d'Afrique francophone. Et justement, c'est pas pour vous couper en parenthèse, puisque vous dites dans le monde, est-ce que, parce qu'on n'a pas souvent l'habitude d'entendre parler des missions de maintien de la paix de l'ONU ailleurs qu'en Afrique. Non, il y en a ailleurs en Afrique. On ne fait pas beaucoup de propagande. Oui, mais seulement là où ça n'existe pas, c'est une mission de maintien de la paix dans un pays puissant. Il n'y en a pas. C'est toujours dans les pays en développement, les pays du tiers-monde. C'est toujours là-bas où ça se passe. Et quand vous voyez les missions de maintien de la paix, on privilégie ça dans les zones qui sont en phase de déstabilisation. Vous allez trouver une mission de maintien de la paix lorsqu'il fallait faire la sécession kosovare au niveau de la Serbie. Là, il y a une mission de maintien de la paix. Vous allez trouver une mission de maintien de la paix au niveau du Liban, parce que là-bas, il y a des opérations, il fallait contenir la montée du Hezbollah, qui est pro-iranien. Vous avez une mission de maintien de la paix au niveau, vous avez des missions de maintien de la paix qui sont le plus concentrées en Afrique. Et donc là, vous avez une connivence. Monsieur Lacroix, c'est un Français qui pilote le système de maintien de la paix. Et comment est-ce que ça se passe? C'est les experts qui sont au niveau des Nations Unies qui ficellent les dossiers, qui sont proposés au Conseil de sécurité, qui va lui-même aborder qui va aborder les dossiers dans l'ordre, dans l'agenda qu'a proposé l'expert. Alors, quand vous avez monsieur Delacroix qui sait que son pays est en contradiction avec la RCA, à quoi vous vous attendez au Conseil de sécurité? Sauf à être un ange, ce dernier ne peut pas défendre la RCA. Il est dans la continuité de la défense des intérêts de la France. En plus, vous allez voir que de tels responsables bénéficient très souvent, et ça c'est une disposition, les gens ne le savent pas, c'est une disposition qui aurait dû être légiférée de manière claire aux Nations Unies, mais les fonctionnaires des Nations Unies n'ont pas l'obligation de déclarer leurs revenus. Donc, de telles conditions, c'est la porte ouverte à la corruption internationale. Et malheureusement, plusieurs experts du système des Nations Unies sont des experts qui sont finalement hautement corrompus. Dans le livre de Grégoire Pupink, un livre qui a épinglé même la Commission des droits de l'homme de l'Union de l'Europe, la Cour des droits de l'homme de l'Europe, le livre de Grégoire Pupink montre que certaines personnes affirment avoir reçu 10 millions de dollars, 1 million de dollars, 500 000 dollars de la part d'ONG ou d'État. Et quand vous regardez les liens, parfois même dans les organismes d'État, c'est encore les mêmes ONG qui reviennent financer. Parmi ces ONG, vous trouverez une ONG qui s'appelle Human Rights Watch, qui finance... fait beaucoup de rapports. Qui fait beaucoup de rapports, et vous comprenez pourquoi ces rapports sont parfois privilégiés au niveau du Conseil de sécurité. Alors, le forcing ici, c'est dû au fait qu'il y a une connivence entre les États puissants qui ont caporalisé le système des Nations Unies, qui ont oligarchisé le système des Nations Unies et qui se sont constitués eux-mêmes comme étant les principaux lobbies de prise de décision dans le système des Nations Unies. Et dans cette posture, ils orientent la façon dont les débats sont menés au sein des réunions, lors des réunions des Nations Unies. Et ce qu'on a vu hier avec la RCA, c'est un cas d'école. La réunion a été préparée par M. Delacroix, qui défend certainement les intérêts de la junte française et qui, dans ce cadre-là, a tout fait pour que le dossier principal ne soit pas le dossier de la RCA, mais soit le dossier de l'Ukraine, et que les résolutions qu'il avait déjà, les recommandations qu'il avait déjà adressées au niveau du Conseil de sécurité passe comme une lettre à la poste. La RCA en ce moment, même si son ambassadeur, son ministre des Affaires étrangères, Madame Sylvie Baipo-Témoin, était présente,
Elle n'a eu que ses yeux pour constater la forfaiture. Elle n'a eu que son Twitter pour aller dénoncer cette forfaiture. Mais sur le plan pratique, elle n'avait aucun argument parce que au niveau des procédures, ces gens ont tout ficelé à leur avantage. Merci à vous, Jonathan Batenguene. Docteur Sango. Alors, on comprend, si on prend par exemple le cas de la République centrafricaine, comme vient de l'expliquer ici Jonathan Batenguene, des missions de maintien, entre guillemets, de la paix qui sont renouvelées souvent, même sans le consentement de ces États. On se demande pourquoi. Pourquoi ce forcing, effectivement? Alors, il faut déjà, d'entrée de jeu, dire que les opérations de maintien de la paix, n'est-ce pas, ici, relèvent du mécanisme de la sécurité collective. La sécurité collective qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date même d'avant la Première Guerre mondiale, parce que vous savez que parmi les signes précurseurs qui ont conduit à la Première Guerre mondiale, on avait des alliances. Et c'est une partie des alliances qui aujourd'hui impulse cette sécurité collective là, parce qu'après la Première Guerre mondiale, on a eu la SDN. La SDN a fait faillite pour donner place à l'ONU. Donc nous sommes dans ce canevas là, dans ce schéma des mécanismes de sécurité collective qui est en train de montrer ses limites aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, si cela pouvait s'expliquer à une certaine époque par la fragilité des États africains, aussi par le contexte, parce qu'il faut le dire qu'on peut également mettre à l'actif de cette ONU-là le fait qu'elle a œuvré pour que certains États africains deviennent indépendants. On a vu comment l'ONU a joué un rôle très important. Mais aujourd'hui, je pense que l'étanchéité du temps a fini par laisser la place à la polarisation des intérêts de ces grandes puissances-là, au détriment même de l'objectif fondamental qui est le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux tout simplement dire que l'ONU a été, n'est-ce pas, ici, mise sur pied à travers, n'est-ce pas, ici, la construction d'un certain nombre d'acteurs, d'accord, au détriment des autres. Parce que ceux qui contrôlent l'ONU aujourd'hui, les grands acteurs de l'ONU aujourd'hui, ne sont pas les États du monde. Sur le plan formel, on pense que c'est les États du monde qui forment l'ONU. On parle du concert des nations. Mais sur le plan opérationnel, tactique et technique, on se rend bel et bien compte qu'il y a une sorte d'oligarchie à l'intérieur, du point de vue du fonctionnement. Il y a, n'est-ce pas, ici, une sorte de dictature à l'intérieur même des Nations Unies. Parce que on voit comment cette organisation-là est disséquée en deux. D'accord? On voit qu'il y a un organe très important qui est minorisé autour d'un certain nombre d'États. Du Conseil de sécurité, effectivement. Et cette organisation-là a deux organes, l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Et c'est au niveau du Conseil de sécurité que tout se ficelle souvent. Or, lorsque vous voyez donc les États africains aujourd'hui, qui sont majoritaires, il faut le dire, mais qui n'ont pas un droit de veto au Conseil de sécurité, cela fragilise déjà cette organisation-là. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, les Africains doivent travailler dans le sens de voir comment ils peuvent, n'est-ce pas, ici, influencer cette organisation-là dans le sens de pousser les réformes. Parce que les forces de maintien de paix dans les États obéissent, n'est-ce pas, à un certain nombre de principes. Si l'ONU existe aujourd'hui, ce sont les États souverains d'abord. Ils sont d'abord souverains avant de se mettre ensemble. Ça veut dire que quoi? Si un État trouve que son intérêt n'est plus sauvegardé dans cette organisation, il est libre de se retirer. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Oui, mais justement, pourquoi est-ce que nos États ne se retirent pas? Est-ce que nos États sont libres, effectivement? Ça, c'est alors la question fondamentale. Et je pense que c'est cette question-là que nous sommes en train de travailler de plus en plus, de faire les analyses ici de plus en plus pour dire que on doit passer de la souveraineté formelle, politique, qu'on a, n'est-ce pas, ici, clamé dans les années 1960 pour la souveraineté économique qui doit s'implémenter sur le terrain. Donc les Africains aujourd'hui doivent travailler dans ce sens-là. Et je pense que c'est ça le rôle des peuples africains aujourd'hui, qui demandent au président africain de travailler dans le sens des intérêts de l'Afrique. Les principes dont je parlais là tout à l'heure, pour qu'on déploie une opération de maintien de paix dans un État,
il y a des principes. Et parmi ces principes-là, il y a ce qu'on appelle le consentement. Le consentement, l'impartialité et le non-recours à la force, sauf en cas de légitime défense. Alors, pour s'arrêter sur le principe de consentement, il faudrait que le pays qui doit accueillir cette organisation de maintien de la paix donne son consentement. C'est primordial. C'est primordial. Donc aujourd'hui, moi je pense que le frère a parlé tout à l'heure du forcing. Ouais. Ce forcing-là est beaucoup plus géopolitique et géostratégique. Mais rien n'empêchait ou alors rien ne dérangeait par exemple le président Touadéra de dire non à ce renouvellement-là. On a vu par exemple avec les accords de partenariat, les accords de coopération, comment en 2009 certains présidents ont décidé de ne pas renouveler, ou du moins ont redéfini ces accords-là, parce qu'en fait, nous sommes dans des relations internationales et chaque pays est souverain. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus une question de courage. Il est important que les États africains aujourd'hui, qui se développent beaucoup plus dans le sens de la libération, de la souveraineté, aient du courage d'aller jusqu'au fond. Et le président Touadéra n'est pas nouveau là-dessus. Je pense qu'au niveau du continent, il est l'un des présidents qui s'illustre dans ce sens-là. Parce que vous savez, aujourd'hui, au sein du continent, nous avons du moins deux idéologies qui s'affrontent, même si la troisième est beaucoup plus réductionniste. Ouais. D'accord? Nous avons le camp des consolidologistes, ceux qui pensent que la dynamique du rapport Occident-Afrique, paternaliste, d'exploitation, qui a perduré pendant les années, doit se maintenir. Et nous avons des présidents qui travaillent pour ça. Nous avons des peuples, des personnes à l'intérieur de l'Afrique qui travaillent pour que cela perdure. Et de plus en plus de côté, nous avons les transitologistes, ceux qui pensent que l'Afrique peut se libérer de ce paternalisme-là. Et je pense que même s'ils sont minoritaires, nous avons davantage des acteurs qui travaillent dans ce sens-là. Même si aussi la troisième force qui est celle des neutralistes se donne également à voir. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est sur ça qu'il faut travailler. La libération de l'Afrique doit passer par la libération dans tous les domaines, que ce soit économique, que ce soit politique, que ce soit culturel. Je pense que le moment est venu. Et je pense que l'opportunité est aujourd'hui donnée à l'Afrique. Parce que, contrairement à ceux qui disent souvent que l'Afrique, c'est le continent du futur, moi je dis que l'Afrique, c'est le continent du présent. C'est même maintenant que tout doit se jouer. L'Afrique ne doit plus reléguer à demain ce qu'elle doit faire aujourd'hui. L'opportunité est donnée à l'Afrique de travailler dans ce sens-là. Donc moi, je ne parlerai pas trop dans le sens du forcing parce que nous sommes dans le cadre de la souveraineté des États. C'est deux États, ou du moins c'est un État qui décide d'entrer dans une relation multilatérale. Parce que un pays qui est à l'ONU, le rapport d'un pays à l'ONU relève, n'est-ce pas, de la diplomatie multilatérale. Et cette diplomatie multilatérale prend compte, à travers le principe du consentement que je viens de vous dire ici, de la souveraineté de l'État. Donc si un président décide qu'il ne va plus renouveler un accord, par exemple, de maintien de la paix qui vient, n'est-ce pas, ici, d'être, n'est-ce pas, ici, expiré, cela n'est que normal. Cela n'est que normal qu'il puisse, n'est-ce pas, ici, travailler dans ce sens-là. Donc, aujourd'hui, le forcing dont parlait le co-panéliste Jonathan relève plutôt d'un forcing géopolitique et géostratégique. Et cela relève de la configuration des intérêts de ces États-là. Parce que ces États qui sont aujourd'hui puissants à travers le Conseil de sécurité ont une vision. D'accord? La vision, c'est laquelle? C'est qu'il faudrait qu'il y ait un monde divisé autour de deux pôles. Le pôle d'un centre et le pôle de la périphérie. Le centre doit toujours être contrôlé par eux et la périphérie doit être maintenue dans cet état de périphérie, c'est-à-dire dans le sous-développement, dans l'esclavage, etc. Et ce n'est que ce chemin-là qui va leur permettre de pouvoir toujours être puissant, etc., etc. Donc, il appartient aujourd'hui aux Africains de déconstruire ce chemin-là à travers d'abord la mutualisation des forces à l'intérieur de l'Afrique, mais aussi et surtout à travers d'autres partenaires hors de l'Afrique qui travaillent dans le sens de ses intérêts. On reviendra sur les propositions. Merci à vous, Dr Sango. Jonathan Batsengeni. Alors, le Dr Sango a parlé tout à l'heure du
principe du consentement. Voilà. Mais est-ce qu'on pourrait donc dire dans ce sens-là que nos États, notre diplomatie est amorphe, la diplomatie des États africains, finalement? Ce que dit le docteur Sango est vrai, en théorie. En pratique, c'est tout autre chose. Depuis... Mais est-ce qu'il ne faut pas se défendre? Parce que si on parle du principe du consentement, effectivement, on n'a pas les moyens de se... Oui, on peut rentrer dans la défense, mais il faut que les téléspectateurs comprennent un peu comment, depuis 1980, les années 90, le système des Nations Unies, contrôlé par l'oligarchie, effectivement, cette oligarchie de fonctionnaires qui ne sont élus par personne, qui sont pour la plupart nommés, ces fonctionnaires-là, comment ces derniers se sont arrangés à casser étape après étape la notion de consentement. Souvenez-vous, pour attaquer Srebrenica, Srebrenica, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu un rapport qui était rédigé par Médecins sans frontières de Bernard Kouchner en 1999. Ce rapport a servi au Conseil de sécurité, justement, le consentement. On n'a pas demandé aux Serbes leur consentement. L'intervention a été unilatérale, décidée avec la bénédiction des Nations Unies. Souvenons-nous encore, l'intervention au niveau de l'Irak. Protection, le chapeau international des Nations Unies, la première guerre en Irak. Ils ont inventé en 2001, pour tuer la notion de consentement, ils ont inventé en 2001, dans le rapport, la responsabilité de protéger, la notion de la responsabilité de la communauté internationale de protéger les populations. Et dans le texte, qui a été signé par Ramaphosa, parce que on peut croire que comment les appeler, les hégémonistes occidentaux, c'est seulement ceux qui sont en Europe, il y en a également qui sont en Afrique. Les Ramaphosa qui ont signé le texte, dans le rapport Evans précise que lorsqu'un pays est incapable d'assurer la sécurité de ses populations, ou bien lorsqu'il fait face à une situation sécuritaire urgente, le droit humanitaire s'impose. C'est ce qu'ils appellent l'intervention humanitaire. Ça tue la notion de consentement encore. Mais comment est-ce qu'ils l'ont rédigé? Avec l'ONG de monsieur Kouchner. C'est ça l'ONGisation de l'ONU. C'est que même les principes forts, les principes fondateurs qui étaient affichés comme étant des sacro-saints principes, hier déjà nous répétions que ça n'existe plus. Nous on ne peut plus se perdre avec cette rhétorique sacro-saint principe. Ça n'existe que pour le juriste qui veut encore se flatter lui-même. Il n'y a plus de sacro-saint principe. Le seul principe qui soit sacré, c'est le droit de la force, utilisé par les Occidentaux. Et donc, ils ont cassé progressivement. Ils ont encore intégré, à partir de 2001, le droit international humanitaire. Alors, le droit international humanitaire est venu achever la notion de consentement. Ce n'est plus vous qui consentez à une intervention des Nations Unies. C'est les fonctionnaires des Nations Unies, sur la base des rapports que les mandataires spéciaux communiquent au Conseil des droits de l'homme, qui lui-même est contrôlé par des ONG. Et ou bien au commissariat des droits de l'homme des Nations Unies, qui lui-même encore est contrôlé par les ONG, principalement la Fondation Forte. C'est ces gens qui décident à votre place d'une intervention de l'ONU sur votre territoire. Le cas du Centrafrique, ce n'est pas le Centrafrique qui a demandé aux Nations Unies de venir sur son territoire. Les Nations Unies se sont saisies après sur la demande de la France. Ce n'est pas le Centrafrique. Ces pays ont traversé ces notions que nous utilisons encore pour abrutir nos jeunes étudiants. Ça n'existe plus. Ils sont passés à autre chose. Ils ont cassé progressivement avec ce qu'ils ont, les mécanismes du droit international. Ils ont cassé les notions phares comme la souveraineté. Vous savez que le droit d'ingérence humanitaire viole la souveraineté des États et est une entorse au principe même de souveraineté, tel que c'est les États puissants qui décident à quel moment vous êtes encore capable de gérer votre pays. À un certain seuil, ils disent vous n'en êtes plus capable, nous avons le droit de venir vous assurer la sécurité.
Et au nom de cette sécurité, vont s'implanter et vous imposer les conditions désormais de cohabitation avec cette force. Et ça se décide au niveau du Conseil de sécurité. De sécurité. Et là-bas, donc justement, c'est encore les fonctionnaires corrompus qu'ils ont placés. Mais à ce niveau se joue aussi une guerre géopolitique parce qu'on sait que au sein du Conseil, on a quand même deux Madame Doumbé, qui de temps en temps appose quand même. Oui, la grande bataille, c'est quand ils ne sont pas encore sur votre territoire. Ne nous leurrons pas. Quand déjà l'ONU est sur votre territoire, la Chine et la Russie n'ont pas de contrôle. Ils ne peuvent pas les enlever. La Russie a quand même réussi à faire en sorte à lever une partie du monde. L'embargo du côté de la République centrafricaine. L'embargo, c'est une mesure. C'était une disposition vis-à-vis du pays. Ce n'est pas la force des Nations Unies. Cette force des Nations Unies dépend de ces hauts fonctionnaires. Or là, la Russie et la Chine n'ont pas investi là-dedans. Ils n'ont pas des représentants qui mangent en Chine, qui mangent en Russie. Je ne pense même pas que si ces représentants commençaient à manger en Russie, ils resteraient encore là-bas, on les évincerait de ces postes. Le secrétaire général va les relever de leurs fonctions. Donc, le secrétaire général lui-même est contrôlé par ces gens-là et le secrétaire général nomme des gens qu'on lui a proposé sur la base de ce que ces gens ont des affinités avec ceux qui ont voté le président, le secrétaire général. Donc c'est cette petite oligarchie-là qui dirige ces opérations. Et cette oligarchie qui dirige ces opérations le font dans les intérêts de ceux qui les ont placés à cette place. Alors, si nous devons ébaucher une réponse africaine, ça doit d'abord être une réponse énergique et collective. Lorsque des États sont dans la même situation, ils doivent faire bloc. C'est pourquoi actuellement la RCA, le Mali, la République démocratique du Congo, là-bas on ne peut pas encore parler de véritablement faire bloc avec ce pays, mais le Mali et la RCA gagneraient à travailler ensemble pour inverser la tendance. Pour demander le boycott, parce que le boycott rentre dans des mesures pertinentes au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils peuvent boycotter les réunions qui les concernent. Ils peuvent trouver d'autres mécanismes de protestation internationale, relever le représentant des Nations Unies sur le territoire. Ils peuvent avoir d'autres méthodes de protestation qui sont assez énergiques et communiquer sur ces méthodes-là en montrant qu'il y a une injustice internationale qui est posée contre ces pays. La bataille au niveau des Nations Unies est encore terriblement en faveur de ceux qui contrôlent de l'hégémonie occidentale, que nous ne pouvons pas dire qu'à ce niveau-là, nous sommes capables de véritablement les bousculer. Sauf si nous aussi, nous nous engageons, je veux dire quand je dis nous, c'est-à-dire les pays africains qui sont dans cette situation, s'engagent à corrompre des fonctionnaires, à fabriquer leur part de fonctionnaires corrompus, dont ils vont assurer les déplacements, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Vous assurez leurs déplacements, vous payez les études, vous financez les études qu'ils vont réaliser sur le terrain, vous vous occupez, vous les mettez aux petits soins. Ces derniers, comme on dit, celui qui paye, c'est lui qui commande. Donc, vous allez commander des résultats dans le sens de son travail. C'est le moyen actuel. Mais ce système, c'est de la corruption. D'accord. Pour nous, au lieu que de réformer les Nations Unies, nous devrions réfléchir à comment détruire cette affaire. Parce que les Nations Unies sont une organisation qui ne sert plus à grand-chose à l'humanité. Vous voyez que tout ce que je viens d'expliquer, bien tout ce que nous avons lu, tout ce que Grégor Pepek a écrit, c'est un système corrompu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une organisation corrompue? Comment on peut réformer cette organisation corrompue? Avec quel type de système? Les fonctionnaires des Nations Unies sont protégés par plusieurs lois. Si bien que vous ne pouvez pas, vous, un seul État, lancer une enquête contre eux. Ils sont d'ailleurs cachés, réfugiés dans le pays qui organise toute cette mascarade, les États-Unis. Comment vous allez faire pour les arrêter, ces fonctionnaires corrompus? Comment allez-vous démontrer, quand vous savez que la majorité des universités, l'université de Washington, l'université de Harvard, l'université de Columbia, toutes ces universités-là, chacune a au moins un représentant, XS, Sorbonne ou bien Paris Sciences Po, ils ont au moins un représentant parmi ces hauts fonctionnaires-là. Ces gens-là, comment vous allez mener des enquêtes pour les arrêter? C'est un système hautement corrompu. L'ONU est un échec total.
il faut penser à créer une organisation alternative. Nous pensons que les États, au lieu que de continuer de se laisser embourber dans le merdier des Nations Unies, devraient réfléchir à une solution alternative. Ça peut être une union militaire avec quelques pays qui viennent en renfort de l'armée régulière pour lutter contre les terroristes qu'on appelle les rebelles. Merci à vous, Jonathan Batigini. Avant de revenir avec le docteur Sango, on va aller au standard prendre Monsieur Jean, fidèle téléspectateur de For You Media. Bonsoir, Monsieur Jean, bienvenue. Bonsoir, Madame Doumbé. Bonsoir à vos invités. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir, Sango. Bonsoir, technicien. Et oui, vos invités ont vraiment fait preuve de développement intellectuel selon les livres qu'ils ont lus. C'est très beau et c'est vraiment intéressant. Mais il y a une petite chose que je vois qu'ils ont manqué. C'est quoi cette petite chose? Est-ce que vous savez et vous connaissez la secrète charte de l'impérialisme? Si vous la connaissez, c'est un mythe, c'est faux. Mais si c'est vrai, pourquoi ne pas partir de cela pour commenter au lieu d'aller citer les grands livres? Non, non, seulement parce que c'est avec ça, c'est leur charte. C'est avec ça qu'eux, ils fonctionnent. Et c'est clair. Mais vous voyez, non? Ils s'imposent. Ils vous forcent. C'est ce que dit la charte. Moi, j'aurais souhaité, personnellement, j'aurais souhaité que quand vous venez là-bas, si cette charte de l'impérialisme est vraiment, parce que nous la connaissons tous et vous savez l'origine, il vaut mieux plutôt parler de cela, partir de ça, pour maintenant justifier ce qu'ils font. Alors, qu'est-ce que les Africains vont faire pour sortir de cela? Et c'est en cela que vous allez maintenant leur donner, parce que non, même les présidents, les autorités, tout cela, ils doivent le savoir. Et ils le savent. Mais il faut avoir le courage de dire, ne voyez pas ça comme quelque chose de vil, quelque chose de parole de rue. Non! Parce que c'est sur ça qu'ils marchent. Mes frères, c'est ça qui est leur boussole. Tout ce qu'ils font se dirige vers l'orientation de cette charte, le but, comme le disent les Anglais, le goal de cette charte. Parler de ça, éclairer les Africains avec ça, c'est la vérité. Après tout, ils font les lois pour soutenir, pour faire croire que oui, non, la France se dit pays de droits de l'homme. Mais c'est ça justement, sinon, c'est un aveugle, un sourd, un fou, qui peut croire que la France, qui peut répéter que la France est un pays de lumière, de droit. La France est un pays de mal. Comment faire pour détruire les autres? C'est comme ça qu'ils parlent toujours. Ils viennent comme amitié, ceci, cela, mais comment faire pour vous détruire? Quand ils viennent dans vos maisons, ils vont faire semblant d'être un autre, d'être un étranger docile qui cherche d'aide, mais après tout, ils vous tuent. Et ils justifient cela avec les lois pour dire voilà, ils sont les donneurs de leçons. C'est la charte là qui est leur but, c'est-à-dire ce qu'ils poursuivent. Ils doivent atteindre le but. Alors pourquoi quand vous venez sur le bateau, parlez de ça, décortiquez ça, dévoilez ça, et dites aux Africains, aux gouverneurs africains, voilà la charte. Et c'est sur ça qu'ils travaillent. Qu'est-ce que vous avez fait pour contourner cette charte-là? Soyez radical avec eux, chassez-les de vos pays. Quand vous êtes en communication avec eux, dites-leur la vérité, montrez-leur la charte et donnez-leur les preuves pour dire voilà c'est ce qu'ils font. Alors vous ne voulez pas, chassez-les du pays. C'est ça, c'est tout. L'ONU n'a jamais été une organisation de la paix. Je m'arrête là, que je vous bénisse, soyez plus éclairés par la lumière divine. Nous sommes en guerre. Merci. Merci. Merci également à vous, Monsieur Jean, depuis les États-Unis. Merci beaucoup pour cet appel. Avant de rentrer au standard, Dr Sango poursuit avec vous. Lorsqu'on parle de ces forces de maintien des Nations Unies en Afrique, on tient justement aux accusations des différentes populations qui accusent ces différentes forces de cohabiter, alors de fonctionner, d'aider les groupes rebelles à déstabiliser leur pays. Et ça nous amène justement à nous interroger. Lorsqu'on prend le cas de la RDC, parce que ces manifestations interviennent dans un contexte où le M23 est en train
progressivement d'avancer et de martyriser la population de ce côté-là. Et on se demande, mais que font donc les forces de maintien de l'ONU là-bas? Et malgré là, on va aussi en République centrafricaine. Avec la présence de ces forces de maintien de la paix, on a vu la situation sécuritaire de ce côté-là. Les choses ne changeaient pas jusqu'à l'arrivée justement des instructeurs russes et on a vu une amélioration. D'ailleurs, on parle de 97% du territoire récupéré par le gouvernement centrafricain. Alors on se demande, est-ce qu'on a raison de penser que ces forces travaillent avec les forces obscures, les rebelles, les terroristes? Effectivement, il y a une sorte de collaboration, de concubinage incestueuse entre ces forces-là et les rebelles sur le terrain. Ce n'est plus un secret que de dire que les rébellions sont des constructions, d'accord? Les rébellions dans des pays ne naissent pas ex nihilo. C'est des constructions savamment orchestrées par cette dynamique extérieure que nous sommes en train d'analyser ici aujourd'hui. Cette ONU-là qui est l'émanation d'un camp qui voudrait qu'il y ait une périphérie et un centre. Et je suis d'accord avec Jonathan qui parle du droit international. Le droit international est savamment instrumentalisé. Le droit international aujourd'hui, c'est un droit qui existe seulement peut-être en tant que norme. Sur le terrain, c'est quelque chose qui n'est pas appliqué, du moins ce qui est appliqué à géométrie variable. Et quand ça arrange les Occidentaux, ils parlent du droit international, et quand ça ne les arrange pas, ils piétinent ça. Et cette ONU-là n'est pas seulement décriée par les Africains aujourd'hui, même par ses propres acteurs. Vous savez que nous avons certains présidents qui ont qualifié cette organisation de machin. Ce n'est pas seulement les Africains. Donc ça montre tout simplement que c'est quelque chose qui est très mal ficelé. C'est quelque chose qui a été mis sur pied à dessein, d'accord, pour exploiter les autres. Donc l'ONU telle qu'elle a été construite là, elle a été construite pour tenir la périphérie et fondamentalement l'Afrique comme étant une entité instrumentale qui serait réduite tout simplement peut-être à une prise de position lorsqu'on cherche les voies, les voies, n'est-ce pas, ici sur une thématique. C'est pour cela que au niveau du Conseil de sécurité, l'Afrique n'y étant pas, on va toujours voter des résolutions qui leur seront applicables. Et là, on peut comprendre l'aspect du forcing, parce qu'on vote quelque chose, n'est-ce pas, où vous n'êtes pas là. Et tout ce qu'on fait pour vous, sans vous, généralement, on le fait contre vous. Donc, il est important aujourd'hui que les Africains travaillent dans ce sens-là. Et autre chose, la réglementation d'une organisation n'était applicable que parce que tu es membre de cette organisation. Donc, les Africains doivent également travailler dans le sens de voir comment ils peuvent sortir de cette organisation. Rien ne les y oblige à y rester. D'accord? C'est quelque chose qui se fait de manière consensuelle. Les pays sont libres d'adhérer à une organisation multilatérale. Donc aujourd'hui, si les Africains sont conscients que leur place n'est pas à l'ONU, ils n'ont qu'à se retirer, et même de manière individuelle. Rien n'empêche aujourd'hui à un pays comme le Centrafrique de se retirer des Nations Unies et de dire qu'il n'est plus membre des Nations Unies. On ne va pas venir attacher son corps pour dire qu'il faut rester. Et à partir du moment où il s'est retiré, la réglementation onusienne ne pourra plus être applicable en Centrafrique. Donc je pense que c'est une procédure, c'est une piste que les Africains doivent également envisager. Il ne suffit pas tout simplement de dire que on leur force. Ils doivent travailler dans le sens de se libérer véritablement. Et autre chose également, la construction des rapports de force. Je suis d'accord, et Jonathan a commencé à esquisser quelques pistes. Il est important que le bloc, n'est-ce pas, des transitologistes, c'est-à-dire le bloc des Africains, qui pensent que les Africains peuvent se diriger eux-mêmes, qui pensent qu'une autre Afrique est possible, peuvent commencer par mutualiser les rapports de force entre eux à l'intérieur de l'Afrique. D'accord? On doit assister à une sorte de convergence idéologique qui doit se matérialiser par une convergence économique et militaire sur le terrain.
On ne doit pas toujours penser que c'est l'Occident ou bien le partenaire occidental, asiatique, chinois qui viendrait toujours sauver l'Afrique. Il faudrait que les Africains pensent d'abord eux-mêmes leur propre sécurité. Je viens de vous dire ici que nous sommes dans un contexte où le système de la sécurité collective a montré ses limites. Et du point de vue même constructif, on peut déjà comprendre que ce système-là ne puisse pas donner les résultats sur le terrain. Parce que ce sont les États qui se mettent ensemble pour lutter contre le terrorisme. Et vous savez que dans les relations internationales, il n'y a pas d'autre chose qui caractérise les États que les intérêts. À partir du moment où vous vous mettez ensemble, vous n'avez pas les mêmes intérêts. D'accord? Et du coup, vous n'allez pas travailler dans le même sens, dans l'objectif global qui est le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Parce que, autre limite également de l'ONU aujourd'hui, l'ONU a focalisé les opérations de maintien de la paix comme étant seulement le simple reflet du domaine militaire. D'accord? Aujourd'hui, l'ONU est beaucoup plus caractérisée par les théories libéralistes, néolibéralistes, idéalistes, qui pensent que l'établissement de la paix dans un pays ou dans une communauté doit automatiquement passer par les aspects militaires. Du coup, on a oublié d'autres aspects, d'autres causes de la guerre. Et à partir de ce moment-là, il serait difficile de pouvoir rétablir la paix, n'est-ce pas, en négligeant d'autres aspects. Donc je pense que ça fait partie des limites de cette organisation, de ce mécanisme de sécurité collective, n'est-ce pas, ici qu'il faut décrire, qu'il faut mettre sur la table pour dire qu'on peut également imaginer une autre méthode qui passe par la construction des partenariats bilatéraux, par exemple, au sein de l'Afrique, le partenariat sud-sud. C'est le moment également de parler de ça. Le partenariat sud-sud est également très important. Il faudrait que les Africains s'acheminent dans ce sens-là. Ils ne doivent pas tout simplement penser que c'est l'Occident, l'Asiatique, le Chinois qui est un partenaire sûr. Au demeurant, nous restons dans les relations internationales. On va faire avec la Russie. La Russie également a ses intérêts. C'est vrai que sur le plan international, c'est les intérêts qui comptent. Et les intérêts ne sont pas souvent homogènes. Ce qui est sûr, l'intérêt de ton pays n'est pas forcément l'intérêt de mon pays. Mais il arrive souvent sur la scène internationale que les intérêts se rencontrent. Par exemple, aujourd'hui, l'intérêt de l'Afrique est beaucoup plus, n'est-ce pas ici, la libération. C'est-à-dire sa capacité à jouir de sa souveraineté. Et ça entre en phase, ça coïncide à peu près avec l'intérêt de la Russie dans ce contexte qui est celui de l'établissement d'un ordre multipolaire et multilatéral. Donc à partir de ce moment, l'Afrique peut travailler avec la Russie à un moment donné de leurs relations internationales. Donc je pense qu'on doit prendre, n'est-ce pas, ce problème de manière holistique. On ne doit pas privilégier un pan et laisser un autre pan. Si les Africains sont vraiment décidés de prendre leur destin en main, je pense qu'ils peuvent le faire à travers le retrait pur et simple de cette organisation machiavélique qui montre ses limites aujourd'hui sur la scène internationale. Retrait pur et simple, Jonathan Batengene, est-ce que c'est possible aujourd'hui? Il est vrai qu'on a eu, on a eu analysé certains événements qui se sont déroulés dans certains pays africains où on a démantelé, on avait eu des preuves selon lesquelles les casques bleus des Nations Unies se seraient fait passer, du moins auraient cohabité, je préfère le dire comme ça, avec des groupes armés ou des rebelles, souvent même pour éliminer certains chefs d'État. On les a vus dans des missions pas très commodes. On les accuse d'ailleurs aussi de pillage sous d'autres cieux. Donc, ce qui interroge, et souvent on a même vu certains États qui ont dénoncé cet état des choses, mais ces États continuent quand même de rester au sein des Nations Unies. Pourquoi? Pourquoi accepter subir cela alors qu'on peut se retirer comme le docteur? Il y a un mensonge qui existe dans notre monde actuel. On fait vivre les gens avec la peur de coronavirus.
ayez peur, allez vous vacciner. On vous vaccine la mort. Les gens meurent en Europe. On vous dit non, 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 vous ne pouvez pas vivre dans un monde. Et le président Biden dit demande rule-based order. Donc pour eux, le système des Nations Unies, quand vous regardez tous les théoriciens de la science politique états-unienne, quand ils veulent aborder le système international, ils disent the rule-based order created by United States and its partners. Quel partenaire? Quel système basé sur les règles? Du vol, du pillage, vous avez cité. Mais nous, on va se donner les noms. Noureddin Adam, il fait un témoignage dans une chaîne panafricaniste. Vous connaissez bien la chaîne. Noureddin Adam dit ceci pendant son témoignage. On était, je crois, en 2019. Parce qu'après, c'était la période où il fallait le dialogue. Et ce dernier avait été, il était wanted. Il était recherché par tous les groupes terroristes dits rebelles de Centrafrique parce qu'il avait accepté voilà, c'était sur Afrique Média. Noureddin Adam nous renseigne que c'est avec les avions de l'ONU qu'on ravitaillait les terroristes. Eux, les rebelles. Ce sont ces déclarations. C'est Noureddin Adam qui l'a dit. Aujourd'hui, les rebelles centrafricains, on parle du Centrafrique, donc au moins s'il voit, il peut aussi intervenir. J'espère que lui ne va pas nous menacer de mort. Même s'il le fait, ce n'est pas grave. Noureddin Adam l'a reconnu. Noureddin Adam l'a reconnu. En dehors de Noureddin Adam, prenons d'autres personnes. Au niveau de la RDC, les rapports des Nations Unies sont clairs. Les rapports des Nations Unies dans les années 2000 rapportent que plusieurs personnels ont été épinglés dans des histoires de trafic. De trafic. Ils étaient dans des trafics de toutes sortes. Je ne parle pas des rapports de 2017. Centrafrique, Mali. Et même RDC. Les rapports sont clairs. Viol d'enfants. C'est les fonctionnaires des Nations Unies, viol d'enfants. Les soldats des casques bleus, viol d'enfants. Des gens qui sont censés apporter la sécurité se rendent coupables de viol. Et si on prend plus récemment, en juillet 2022, RDC, ils ont tué près de 7 personnes dans des manifestations. Il y a de cela 3 jours, les jeunes de la ville de Goma sortent parce qu'au contrôle de Kanya Roussina, à l'entrée de Goma, un convoi des Nations Unies refuse de se faire contrôler par les forces de police. C'est d'ailleurs, la régie peut mettre les images des camions brûlés là, c'est ça. Ils refusent de se faire contrôler par les forces de police. Dans un environnement où on soupçonne fortement l'ONU de transporter les combattants du M23. Dans la ville de Kiwanja, ça s'est passé. Dans la ville de Kiwanja, les forces de RDC ne les soupçonnent pas à partir d'éléments inexistants. C'est parce qu'il y a une expérience. Ils ont transporté des M23 dans leur véhicule. Vous voyez ce genre de choses. Dans la même RDC, on a vu les véhicules, les blindés de Nations Unies qui étaient accidentés. Et au lieu qu'on voie les accidentés étant des forces de casque bleu, c'était des cargaisons de coltan qui sortaient de toutes les issues du véhicule. Quelles sont ces missions? Quelles sont ces missions? Laissons le trafic et tout le reste. Complicité avec les rebelles, comme on a vu en RCA. En Côte d'Ivoire, depuis 2002, où on a imposé au président Laurent Gbagbo d'aller discuter avec ces terroristes qu'on appelle les rebelles, qui est-ce qui facilitait l'entrée des rebelles dans les villes? Les forces des Nations Unies. Et elles ne sont pas impartiales, contrairement à l'idée qu'on nous véhicule. C'est des forces partiales, venues soutenir un acteur. Cet acteur, généralement, est un acteur qui a été construit par ces maîtres qui contrôlent le système des Nations Unies. C'est pourquoi la première partie de notre argumentaire est complémentaire à cette dernière.
ces gens en Côte d'Ivoire ont réussi à envoyer Laurent Koudou Gbagbo en exil. Un exil d'ailleurs dans un enfer, parce qu'on l'a envoyé face à un tribunal où on l'a entendu pendant plusieurs années sur une affaire qui finalement a débouché sur un non-lieu. Donc, le système des Nations Unies est conçu pour protéger ceux-là qui financent, les gros partenaires financiers de ce système. Ceux-là qui contrôlent toutes les instances. Et ces gens-là sont de connivence avec les terroristes, avec les rebelles, qui créent l'insécurité sur d'autres territoires. Prenons le cas de la RDC. Qui crée la rébellion en RDC? Les États-Unis, la CIA, avec l'appui de la Belgique. C'est eux qui créent les rebelles. On se souvient, le MNC du président, nous l'appelons président, il n'est pas premier ministre, c'est le premier président de la RDC. Lumumba, Patrice Emery Lumumba, c'est lui qui avait gagné les élections. Normalement, il aurait dû être président. Ils ont fait leur entourloupe, mais nous sommes là pour restituer l'histoire telle qu'elle aurait dû s'écrire. Le président Lumumba, lorsqu'il a été tué, c'était devant les rebelles qu'ils avaient créés au Katanga. Les Maurice Tchombe. Voilà les gens qui ont tué Lumumba. Ouais. Avec la CIA et la Belgique complice. La rébellion de Kabila, comment elle a été constituée? Kabila était trafiquant de minerais. Le père Kabila, Joseph Désiré Kabila, il était trafiquant de minerais. Pardon, Laurent Désiré Kabila, il était trafiquant de minerais en Tanzanie. C'est là-bas que la CIA le prend pour l'envoyer dans la brousse. On lui dit maintenant, tu vas devenir le nouveau président. Mais pour ça, il y a une épreuve de feu que tu vas traverser. Tu seras un rebelle. Et on lui adjoint les forces d'élite de l'armée du Front populaire rwandais. Le FPR, qui est la rébellion que dirigeait l'actuel président du Rwanda, M. Paul Kagame. Et c'est ces forces d'élite qui sont devenues la Légion étrangère du Rwanda qu'on appelle le M23. Voilà le travail des Nations Unies, des gens qui pilotent les Nations Unies. C'était les États-Unis, en complicité avec la Belgique et la France, qui ont constitué cette rébellion qui a évincé un autre agent de la CIA qui s'appelait Mobutu. Les autres rébellions, les Jean-Pierre Bemba et consorts, allez voir comment ils étaient soutenus, avec qui ils faisaient affaire, qui est-ce qu'ils facilitaient dans le pillage des ressources de RDC. C'était toujours les multinationales occidentales qui étaient les grandes bénéficiaires. Le trafic du coltan, le trafic de l'or, le trafic du diamant, le trafic du manganèse, le trafic de toutes les pierres précieuses de RDC s'est fait de manière assez fructueuse pendant que les rebelles et les forces des Nations Unies étaient là. Ces gens veulent maintenir la force des Nations Unies parce que le projet de partition de la RDC est en pleine maturation. Il a déjà atteint sa phase de maturation. Aujourd'hui, les forces d'élite de la Légion étrangère du Rwanda, qu'on appelle le M23, sont en train de réaliser un travail qui va aboutir à terme à la partition. D'ailleurs, ils ont changé la manière de se faire appeler les rebelles. Ils ne disent plus qu'ils sont des Congolais Bayamoulengue. Ils ne disent plus qu'ils sont des Rwandais en territoire congolais. Ils disent, c'est un néologisme, ils sont des Congolais rwandophones. C'est-à-dire quoi? Moi je ne comprends pas ce mot. Mais Congolais, cette expression, Congolais rwandophone, c'est un processus d'endogénéisation d'une population venue d'un pays étranger dans des conditions particulières que nous connaissons et qui aujourd'hui est en train de revendiquer une autonomie sur le territoire. Ce processus, c'est un processus de sédimentation à long terme qui vise la création d'un État. Et ils ont aussi un projet de créer un autre État au niveau de la frontière ougandaise. Et avec ces deux États, on va balkaniser le Congo, comme ils ont réussi avec le système des Nations Unies à Srebrenica en Serbie, à créer le Kosovo dans la grande République des Serbes. Merci une fois de plus à vous, Jonathan Batenguene. Toutes nos excuses à Zerfel qui a tenté de nous avoir tout à l'heure. On a encore quelques minutes, je pense 5 à 10 minutes. On va essayer d'aller rapidement, peut-être pour aussi refaire le tour et peut-être sortir. Tout à l'heure, on a abordé l'aspect proposition. C'est vrai qu'on en parle depuis sur le plateau. Il faut sortir des Nations Unies pour pouvoir acquérir cette souveraineté. Pourquoi pas se libérer de ces forces? On a essayé de répondre à cette autre interrogation. Est-ce que c'est possible? Les analystes
sont revenus ça et là sur un certain nombre de réponses. Voilà, donc de toutes les façons, c'est tant que les États africains feront partie ou seront membres de justement des Nations Unies, on en parlera toujours certainement, peut-être jusqu'à ce que la libération de l'Afrique soit effective. Alors, docteur Sango, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, on y reste. La RCA, d'ailleurs, le mandat a été renouvelé, donc voilà, les forces de maintien de la paix de l'ONU vont rester dans le pays. Est-ce que cela, voilà, on me signale que Zerfel est revenu, je termine quand même la question, vous allez répondre après, juste pour savoir si, est-ce que cela ne peut pas mettre à mal, lorsqu'on connaît la composition souvent de ces forces de maintien de la paix, ne peut pas mettre à mal les nouveaux partenaires de ces États ou alors de nos États sur le terrain, qui souvent le cas par exemple de la Russie, qui souvent mène justement des guerres géopolitiques avec certaines forces occidentales qui composent ces forces onusiennes. On va revenir là-dessus pour sortir. Zerfel qui est revenu. Merci beaucoup Zerfel d'être revenu au standard. On vous écoute. Bonsoir. Ok, bonsoir Madame Emmanuela, la diva des jeux la diva des jeux des Africains. Et je salue vos invités, le docteur et Jonathan. Moi, vous savez l'histoire de l'ONU aujourd'hui, quand je vois ces images au Congo, moi je pense qu'il doit aller dans ce sens-là. Pour que les gens qui viennent envahir votre pays, vous les appelez, c'est-à-dire que quand l'ONU vient dans un pays, il ne vient pas, celui qui les a appelés, il ne reste pas avec ce dernier. Ils vont rester avec les rebelles qui sont là, parce que quand ils vont faire le travail, ceux qui les appellent là, quand ils vont faire leur travail, ça va finir, ils vont rentrer chez eux rapidement. Donc, ils ne sont pas prêts pour rentrer rapidement chez eux parce qu'ils savent que dans le pays où ils arrivent, il y a une richesse qui est là. Ils vont exploiter ça à fond avant de partir. Donc, s'ils font le travail rapidement et qu'il n'y a plus de guerre, ils ne vont plus rester dans le pays. Donc, ils se mettent avec les rebelles. Voici le problème aujourd'hui de l'ONU. C'est pourquoi moi je demande aux Africains de ne plus appeler ces gens de bandits. Parce que ce sont des gens, des Bangladesh, de n'importe quoi là. Tous ces Africains qui sont des chômeurs dans leur pays, ils font des demandes pour aller s'asseoir dans les pays pour qu'ils puissent exploiter ou voler sur les richesses de ce pays-là. Moi, je n'ai pas besoin de ces... On n'a plus besoin de ces genres de personnes aujourd'hui quand il y a des conflits dans le pays. Parce qu'il ne vient pas là pour nous sauver. Il vient pour nous exploiter. Voici le problème. Parce que l'ONU aujourd'hui, quand ils sont là, aujourd'hui, les Congolais disent de partir. Ils ne veulent pas partir. Pourquoi? Quelqu'un qui t'a appelé, il dit que bon, ça suffit, maintenant il faut partir chez toi. Là, tu dis non. Et tu continues à tuer et à tirer sur ces citoyens-là. Alors, en ce moment-là, moi, je pense que le temps est arrivé maintenant, n'est plus à baisser, comment dire, la culotte devant ces organisations qui n'ont ni queue ni tête, qui nous empêchent d'avancer. Comment quelqu'un qui a des problèmes, il vous appelle pour l'aider, vous ne lui donnez pas des armes et vous ne faites rien. Et quand maintenant, quand il cherche quelqu'un d'autre pour l'aider, vous vous imposez. Non, on va mettre des embargos. Ça veut dire quoi? Moi, je t'ai appelé pour mettre des embargos sur moi. Je t'ai appelé pour que tu puisses m'aider. Mais si tu ne peux pas m'aider, il faut partir chez toi. En ce moment-là, moi, je pense que on a fait trop d'erreurs. Il faut que ça s'arrête maintenant. Avec ces histoires de l'ONU ou de n'importe quoi, des unions qui n'ont pas de sens là. Il faut qu'on arrête ça. Si le pays a des problèmes, il peut appeler son voisin qui peut l'aider dans ce sens-là pour séparer les frères qui se battent. C'est encore mieux que d'appeler des étrangers qui vont venir piller votre pays et tuer vos citoyens. Ce n'est plus la peine d'appeler ces gens de merde qu'on appelle l'ONU. Il faut que ça s'arrête. Merci de m'avoir accordé quelques minutes parce que le temps est pressé. Donc, je vous dis bon week-end. C'est nous qui vous remercions, Zerfel. Merci beaucoup. Très bon week-end à vous également depuis l'Allemagne. On revient sur le plateau rapidement aussi pour sortir. Docteur Sango, alors est-ce que cela ne pourra mettre à mal les actions des autres partenaires militaires sur les différents territoires comme la RCA? Moi, je pense que
ça ne participera pas à mettre en mal les anciens partenaires, mais ça va plutôt construire ce qu'on appelle en géopolitique l'équilibre de la terreur. Et vous savez souvent que l'équilibre de la terreur instaure souvent une paix temporelle, même si elle n'est pas souvent perpétuelle. C'est ce que nous avons vu en RCA avec la Russie. On a vu que la RCA, aujourd'hui au moins, contrôle au moins 85% de son territoire. On a vu au Mali. Donc je pense que ces pays-là qui peuvent se décider de prendre d'autres partenaires en gardant l'ancien partenaire peuvent bénéficier de ce principe de l'équilibre de la terreur. Donc pour sortir, je vais tout simplement dire que les forfaits du bloc occidental en Afrique ne sont plus à démontrer. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce qu'on doit donc faire pour que ces forfaits-là puissent être mis sur agenda dans une réunion du Conseil de sécurité, par exemple. C'est ça la question sur laquelle on doit travailler. Autre question, pourquoi est-ce que les Africains aujourd'hui ne peuvent pas décider de sortir de cette organisation qui les aliène? Autre interrogation. Autre interrogation également est celle de savoir qu'est-ce qui pousse les Africains de toujours se laisser instrumentaliser par le camp occidental, où on voit des Africains qui acceptent encore de prendre de l'argent, de prendre des voitures, tout ceci pour tuer leurs frères. Peut-être les causes peuvent également être endogènes, pour dire qu'en réalité, le management également à l'intérieur de nos États doit également être interrogé. Où on voit, n'est-ce pas, des présidents qui patrimonialisent le pouvoir, qui, n'est-ce pas, ici, mettent une partie de la population en dehors de la gestion de la cité. Et je pense que cet écartement-là peut également pousser ces autres Africains qui se sentent écartés de la gestion, de la jouissance des richesses de leur pays, d'entrer en concubinage incestueux pour prendre des armes contre leurs propres faits. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit travailler. Les Africains doivent comprendre que le moment est venu de prendre en considération les grands enjeux qui dépassent le cadre de leur simple personne pour recouvrir le caractère continental. L'enjeu aujourd'hui, c'est l'unification du continent. Et ce n'est pas de l'intérêt de l'Occident de voir l'Afrique être pacifiée. D'accord? C'est-à-dire la division de l'Afrique. Il venait de parler là du projet du Congo, de la division du Congo, qui est déjà maturé. C'est des instruments, c'est des jeux, c'est les méthodes que l'Occident a toujours utilisées pour diviser l'Afrique. La division de l'Afrique bénéficie à l'Occident. Et la guerre que nous vivons aujourd'hui entre le Rwanda et le Congo, c'est une guerre qui n'est pas africaine. C'est une guerre qui bénéficie à l'Occident. Et j'ai souvent l'habitude de dire que ces deux enfants sont en train de regarder ailleurs au moment où leur propre maison est en train de brûler. Donc, je pense que le moment est venu pour que tous les Africains comprennent que on a été longtemps marginalisé, instrumentalisé par le colon, et le colon reste jusqu'au boutiste à sa méthode d'instrumentalisation et de domination à travers les organisations multilatérales telles que l'ONU aujourd'hui. C'est à nous de faire bloc, de comprendre que nous avons intérêt de mettre la rupture à travers la fiscalisation des rapports de force endogènes qui doivent passer, n'est-ce pas, ici par l'opérationnalisation des actes concrets sur le terrain. Merci à vous, docteur. On a 2 minutes. 2 minutes, je vois Jonathan pour sortir. Tout à fait. Le processus d'abord de récupération de la souveraineté, c'est ça le principe le plus important. C'est pourquoi nous avons vu ce que les Maliens ont fait chez eux. Les Maliens ont mis en garde les Nations Unies quant aux patrouilles inopinées, sans collaboration avec les autorités. C'est un mécanisme de régulation de la circulation des patrouilles des Nations Unies et de contrôle de leur action sur le territoire. Nous encourageons vivement la République centrafricaine à adopter ce mécanisme également pour limiter les risques de collaboration tout à fait déstabilisatrice avec les rebelles, surtout que la période actuelle semble propice. Un autre élément, les États africains doivent maximiser sur la coopération bilatérale.
Parce que si cette coopération multilatérale peut poser problème, celle bilatérale peut être une alternative. Et cette coopération bilatérale peut être entretenue à la fois avec les États puissants comme la Chine, la Russie, l'Iran, l'Algérie et certaines puissances du continent comme le Cameroun, le Burundi, l'Éthiopie, d'autres pays qui ont une expérience en matière de lutte. Tous les pays que je viens de citer ont une expérience avérée en matière de lutte. Le Cameroun, par exemple, on ne peut plus lui opposer le fait que c'est un pays qui a une culture de guerre en zone de forêt. On a également vu le Boko Haram en difficulté. Aujourd'hui, les opérations du bataillon d'intervention rapide dans la zone sahélienne du Nigeria ces interventions restent tout à fait exemplaires. Donc, la coopération avec les pays africains, voilà des solutions qui peuvent permettre d'endiguer d'abord le phénomène de rébellion qui est aujourd'hui assez préoccupant en Afrique. Surtout que ces rébellions parfois menacent les mêmes pays. Quand on prend le cas du Centrafrique, si le Centrafrique rentre dans une coopération active avec le Cameroun en matière de lutte contre les rebelles, ceux qui sont là-bas, c'est une aide que le Cameroun apporte au Centrafrique qui est bénéfique également au Cameroun. Parce que ça permet au Cameroun de sécuriser son flanc Est, qui lui aujourd'hui peut demain poser problème parce qu'il y a une velléité de création d'une rébellion en Centrafrique avec ce qu'on a appelé le mouvement Libération du Cameroun, qui est le MLC, un mouvement rebelle avec ses patrons en Centrafrique. Donc, une coopération bilatérale avec des partenaires fiables en Afrique. Et l'autre partie, c'est les peuples. Les peuples africains doivent continuer leur mouvement d'éveil. Nos mouvements ne doivent pas s'arrêter, ça doit continuer. Les mouvements qui visent à demander le départ des forces de l'ONU, ça doit s'amplifier et se multiplier. Le peuple centrafricain, à ce titre, est convoqué à montrer son rejet de cette force qui n'est pas une force d'intervention, mais une force partiale, et à demander à cette force de libérer son territoire, comme l'ont fait les Maliens sur leur territoire. Merci à vous, Jonathan Batengene. Merci beaucoup d'avoir été avec nous encore ce soir. Merci également à vous, docteur Sango. Merci à nos téléspectateurs, à ceux-là qui ont surtout participé du côté du Standard. Eh bien, c'était la dernière édition de ce point sur l'actualité, du moins la dernière de la semaine. On va se retrouver la semaine prochaine pour d'autres thématiques. Mais vous le savez, le week-end est aussi riche sur For You Media Africa, d'autres thématiques à partir des débats que vous pouvez également intervenir dans ces différentes éditions. D'ici là, donc, portez-vous bien et à très bientôt.